Bien, bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne vais pas faire de salutations protocolaires, hein, vous connaissez pour une bonne partie d'entre vous. Je constate que comme les étudiants, vous avez une certaine propension à être sympathique et à laisser les premiers sièges... Excusez-moi. Et à laisser les premiers sièges libres. Donc je pense que les prochains travaux que nous ferons consisteront à démonter les premiers sièges, à les mettre au fond de façon à avoir une usure régulière de cet amphi. Voilà. Écoutez, bienvenue à CPE Lyon et bienvenue surtout à Jean Jouzel, qui est notre orateur d'aujourd'hui. Et merci à Khaled Baziz, qui dirige l'association des ingénieurs CPE Lyon, d'avoir organisé cette soirée où on va nous parler de choses extrêmement actuelles, extrêmement importantes et extrêmement scientifiques. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous parler un petit peu de Jean Jouzel. Donc, Jean Jouzel est né à Janzé, dans l'Ille-et-Vilaine. Alors, pour nos élèves qui n'ont jamais appris les départements français, parce que je pense que ça ne se fait plus, l'Ille-et-Vilaine, ce n'est pas une île et ce n'est pas du tout une région vilaine, c'est une région extrêmement belle, c'est en Bretagne. Voilà. Et donc, il est né à Janzé, pas très loin de Rennes, en Ille-et-Vilaine, d'une famille d'agriculteurs bretons. Le breton est têtu, et vous verrez qu'il a fallu pour Jean Jouzel être têtu pour avancer dans ses recherches. Il a fait sa scolarité dans la région, notamment à Rennes. Et puis, il est entré à l'ESSIL en 1968. Ça s'appelait l'ESSIL. CPE n'existait pas à cette époque-là. Je sais que pour un certain nombre d'entre vous, c'est difficile d'imaginer que que les CPE n'existaient pas. Mais vous savez, c'était l'époque où il y avait aussi des cabines téléphoniques, enfin des choses qu'on n'imagine plus maintenant. Voilà. Donc, promotion 68. Alors, Jean m'a dit de façon assez pudique que c'était quand même un peu le bazar, mais je n'en saurais pas plus. Je voudrais dire que je suis retourné sur le livre de l'école où Jean Jouzel a été diplômé, parce que d'abord je voulais vérifier que Jean Jouzel avait effectivement été diplômé. Esprit scientifique, j'ai vérifié, il a été effectivement diplômé. J'ai dit que je donnerais son classement de sortie à une seule condition, m'a-t-il dit, de donner son classement d'entrée. Donc il est sorti 42e sur 61, donc vous voyez qu'on peut quand même être très très bon et être lauréat du prix Nobel et néanmoins, alors je ne dis pas ça pour les élèves, hein, ce n'est pas un truc à viser, hein, mais voilà, tout n'est pas joué à 22 ans. Mais il m'a dit, oui, mais rappelle-le bien que j'étais rentré 3e. Voilà, donc élève brillant. Ensuite, Yves Chauvin, qui a été aussi prix Nobel de chimie, je rappelle, était sorti 30e sur 39. Et voilà. Et donc, je lui avais dit, merci de nous dire que tout n'est pas joué à 22 ans. Voilà. Il a eu son doctorat de physique en 1974. Alors, doctorat de physique à l'époque, puisqu'il a travaillé sur la complémentarité des mesures de deutérium et de tritium pour l'étude de la formation des grêlons. Donc, il me confiait dans l'escalier qu'en fait, à cette époque-là, les sujets de physique, et en particulier de radiochimie ou de physique, l'intéressaient énormément. Et on parlait juste avant de cette question du changement climatique et des indications, même plus que des indications, des preuves que nous donnent les analyses isotopiques de carbone 13 et de carbone 14 dans l'atmosphère sur l'origine du CO2 supplémentaire. À cette époque, si j'ai bien compris, quand on faisait un doctorat, on rentrait au CNRS. Il n'est pas rentré au CNRS. Il a à ce moment-là préféré rejoindre l'équipe de Claude Lorius au CEA. Claude Lorius qui commençait à travailler sur les carottages de glace en Antarctique et notamment à étudier à travers ces carottages de glace ce qu'on pouvait dire sur le climat. Il a fait une carrière d'ingénieur de recherche, puisque quand vous êtes au CEA de Saclay, vous êtes toujours ingénieur de recherche au CEA de Saclay, pour aboutir directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, je me suis demandé ce que c'était l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est un regroupement de laboratoires. Mine de rien, il y a 9 laboratoires là-dedans, dont de très loin les meilleurs laboratoires de climatologie et de météorologie de France. Il y a 1400 personnes. Et alors, ça doit être un vrai cauchemar du CNRS, parce que c'est que le CNRS veut réduire le nombre de tutelles des laboratoires. Et là, je ne suis même pas arrivé à écrire sur mon papier le nombre de tutelles. Vous aviez à peu près toutes les universités parisiennes, le CNRS, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, la Sorbonne, le CEA, l'IP Paris, etc., etc., etc. Donc un véritable cauchemar. Et en fait, c'est un ensemble de laboratoires qui ont comme mission de travailler sur ce qu'on peut appeler le système Terre, c'est-à-dire toutes les choses qui font notre Terre, venant de la géologie, et j'imagine l'étude des couches les plus profondes, jusqu'à son atmosphère et son interaction avec l'environnement. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si je vais spoiler, pardon, je ne voudrais pas utiliser un anglicisme, mais dire des choses trop tôt, mais c'est quelque chose qui pour moi est intéressant. Dans les années 70, ce que tu m'as expliqué, c'est qu'en fait,
les gens pensaient qu'on était dans un cycle de refroidissement. Parce que d'abord, il y a un cycle de refroidissement tous les 10 000 ans, et là, ça faisait 12 000 ans que ça s'était pas refroidi. Donc, il fallait bien que ça se refroidisse à un moment donné. Et en plus, il y avait eu plusieurs années froides, je crois, dans les années 60, là, pour des raisons météorologiques. Donc, les gens se disaient, ben voilà, on va rentrer dans une période de glaciation. Allons voir les carottes glaciaires, ce qu'elles nous disent. Et à ce moment-là, les analyses montrent que non, le CO2 n'est pas en train de diminuer comme dans toutes les périodes de glaciation. Il est en train d'augmenter et c'est quelque chose de bizarre. D'où toute l'évolution dont Jean vous parlera. Donc, Jean a eu la médaille d'or du CNRS, une médaille d'or par an. Il y avait à peu près une page entière de récompenses, donc je vais vous donner les principales. Médaille d'or du CNRS. Non, avant la médaille d'or du CNRS, il a été parrain de la promotion 2022 de CPE Lyon, donc ce qui est quand même un titre nettement supérieur. Donc médaille d'or du CNRS. Il a eu le prix Vetlesen, qui est un prix de géologie, de géophysique, et qui est considéré comme le prix Nobel de géophysique, puisqu'il n'existe pas de prix Nobel de géophysique. Je rappelle qu'il était vice-président du GIEC, que je crois que tu as contribué à cofonder, en 1998. Il est donc vice-président du GIEC, quand le GIEC a eu le prix Nobel de la paix avec Al Gore, celui qui était le prochain président des États-Unis. Alors, je vais terminer en disant que, et à nouveau on en parlait juste avant avec un certain nombre d'enseignants de l'école et puis de chercheurs, sur la question du politique, sur la question de l'engagement, parce que voilà, et on se disait, la question aujourd'hui du réchauffement climatique, elle va nécessiter beaucoup de choses de la part des politiques, de la part de nous, de la part d'autres gens. Et il y a beaucoup de scientifiques qui s'engagent en politique et qui ont raison, de toute façon c'est leur droit, c'est même dans pas mal de cas, je pense, leur devoir. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié, cette touche personnelle, pour entendre un certain nombre de scientifiques qui se sont engagés en politique et pour lesquels, pour certains, je ne suis pas certain que c'est ce qu'ils aient fait de mieux dans leur vie, ce que j'ai toujours apprécié en t'entendant à la télévision, à la radio, c'est que tu ne te sépares jamais d'une rigueur scientifique. Et ça, ce n'est pas si simple, parce que je pense que le monde de la politique vous engage très vite à vous séparer de cette rigueur scientifique. Et ce que je dis toujours à nos élèves de CPE Lyon dans leur formation d'ingénieur, ce qui est important, c'est de distinguer les faits des opinions. Non pas pour mépriser les opinions, parce que ce sont souvent elles qui nous font agir, et elles sont fondées sur un certain nombre de choses. Mais ne pas confondre la rigueur scientifique, ce qui sont les faits, de ce qu'on peut en déduire et des opinions qu'on peut mener. Voilà. S'engager tout en conservant sa rigueur scientifique, c'est quand même un exemple. Alors je dis bienvenue, mais je vais d'abord passer la parole à Khaled Baziz, qui est le président de l'association des ingénieurs CPE Lyon et à qui nous devons cette soirée. Merci Gérard pour ce mot d'introduction et aussi pour nous faire profiter des locaux de CPE pour l'organisation de nos événements. Merci Monsieur Jouzel d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un de nos alumni, vous êtes ici chez vous, et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir dans d'autres conférences. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Khaled Baziz, président de l'association des ingénieurs de CPE Lyon. Notre association regroupe plus de 12 000 diplômés, dont 9 000 en activité. Nos actions visent essentiellement à renforcer le réseau, en aidant nos alumni dans leurs évolutions professionnelles, dans leur recherche d'emploi, et aussi la création d'entreprises. Et je profite de ma présence sur scène pour inviter tous les alumni qui sont parmi nous ce soir à venir nous rejoindre au bureau de l'association pour nous aider à multiplier nos actions et à organiser de beaux événements comme la conférence de ce soir. Celle-ci se déroulera en deux parties, une intervention de 45 minutes suivie de 30 minutes de débat et de questions-réponses. Monsieur Jouzel doit nous quitter impérativement à 20h, donc je compte sur la tenue du temps. Pour tous ceux qui souhaitent continuer les échanges, nous aurons l'occasion de le faire lors du cocktail à l'issue de la conférence. Cette conférence sera enregistrée et je tiens à remercier Michael Velen, un de nos alumni, qui a proposé de réaliser la captation. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Monsieur Jouzel et à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. Bonsoir, merci Gérard, merci Khaled, merci à tous les deux, merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de
de cette soirée. Merci à vous tous d'être là. Bon, c'est un plaisir. Hein. Bon, sauf qu'on a abattu notre bâtiment quand même. Hein. Donc, il faut se rendre compte. Donc, bah oui. Donc, moi, aux 3/4, oui. Donc, moi, j'ai commencé, on a discuté, j'ai commencé, en fait, à Chimie de Lyon, pour moi, commencer dans l'ancienne, dans le vieux Lyon, dans le quartier latin, donc rue Grignard. Donc, et je suis rentré dans cette école, en fait, c'était notre deuxième année. Hein, donc, je suis arrivé ici en 65 quand même. Hein. Donc, voilà. Merci. Donc, et voilà, j'ai essayé de vous parler d'un problème qui est quand même au cœur de notre développement, hein, le problème du réchauffement climatique lié à nos activités. Donc, voilà, je vais redire un peu de cette histoire que j'ai eu la chance de vivre en tant que scientifique. La recherche, c'est passionnant. Voilà, je la raconte, je vais faire de la publicité, je la raconte dans un livre qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Climat itinéraire d'un pionnier. Donc voilà. Gérard a un peu dit, en gros, donc je suis à Lyon et il y a une belle histoire en fait. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, l'école polytechnique était, disons, sur Lyon et Étienne Roth, jeune qui était à l'école, donc d'origine juive, est protégé par Marcel Prêtre. Donc voilà, donc et en reconnaissance, en fait, Marcel Prêtre devient directeur de Chimie de Lyon dans les années 60. Et en reconnaissance, donc Étienne Roth rentre au CEA, donc il travaille sur l'eau lourde en particulier. Et en reconnaissance, il propose chaque année une bourse de thèse CEA à l'ESIL. Donc voilà, pratiquement chaque année, il y avait une bourse de thèse. Alors l'entretien se passait à Grenoble. Donc moi, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu de la chance puisqu'on était il y avait deux candidats. Moi je le raconte, ma motivation, c'était bon, c'est pas très bien de dire ça, mais c'était de me rapprocher de la Bretagne. Donc c'était loin quand même. Donc voilà, et donc je regarde une thèse à Paris, ça me plaisait bien. Et je candidate, mais il y avait un candidat qui était mieux placé que moi, Jean-Louis Rocard. Donc, mais heureusement, lui, il était de la Boisse. Alors son rêve, c'était de rester à Lyon, et il a été pris à l'Institut de Catalyse. Donc voilà, donc je suis rentré à Saclay, et effectivement, c'est très surprenant. On me propose une thèse sur la formation de la grêle. Donc ça, donc ok, j'ai dit ok, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai dit oui, évidemment. C'est vrai que on s'occupait d'isotopes en gros, hein. Et dans le même, aussi dans les services d'Étienne Roth, il y avait tous les développements de lasers. En fait, il m'aurait proposé une thèse sur les lasers que je l'aurais probablement acceptée. Mais voilà, me voilà parti sur la formation de la grêle. Et là, effectivement, donc l'idée, je ne vais pas être trop long, mais c'est la composition isotopique de l'eau, hein, donc hydrogène lourd, donc deutérium, qui varie tout le temps. Et si on l'analyse, eh bien, ça nous donne disons, en gros, c'est lié à la température de formation des précipitations. Alors, dans le cas de la grêle, cette température, elle varie de façon verticale, hein, on comprend bien. Donc, voilà, c'est un processus dans les cumulonimbus. Plus on monte, plus il fait froid. Et à travers l'analyse isotopique, on reconstitue les trajectoires des grêlons. C'est ce que j'ai fait. Et puis, dans le même, disons, venait dans notre laboratoire avec ces échantillons de neige de l'Antarctique, de neige et de glace, Claude Lorius, voilà, qui lui analysait donc là la température en Antarctique, c'est plutôt dans ces cas-là en allant des régions côtières vers la région centrale. Mais l'idée est toujours la même, reconstituer les températures. Et petit à petit, je me suis intéressé aux glaces polaires et effectivement, je n'ai pas voulu rentrer au CNRS. Oui, je sais, maintenant, c'est pas le cas, c'est très difficile de rentrer au CNRS, mais c'était plutôt facile. Et par contre, c'était difficile de rentrer au CEA, mais j'y suis rentré. Voilà, j'y suis depuis 55 ans. Voilà, donc je termine ma 55e année au CEA. Je suis directeur de recherche émérite. Et donc, Claude Lorius s'intéressait plus à ce que pouvaient permettre les glaces polaires pour reconstituer les climats du passé. Donc voilà, et il m'entraîne dans cette... Donc je suis devenu glaciologue et ça a été ma principale, disons, ma principale activité, de m'intéresser au climat du passé. Et
Voilà, donc le premier forage, on est dans les années 70. Donc j'ai eu la chance de participer à toutes ces grandes aventures des forages au Groenland, en Antarctique. Et effectivement, donc ça nous amène très rapidement à parler du lien entre effet de serre et climat. En fait, au départ, c'était avant tout reconstituer le climat. Et puis, donc Claude Lorius, qui est décédé il y a 2 mois. Donc, Claude Lorius propose donc à une équipe qui d'ailleurs est plutôt à Grenoble, il se dit donc les petites bulles d'air contenues dans la glace, ça devrait être un témoignage de l'atmosphère du passé, et ça l'est. Et donc cette équipe se monte, et donc aussi grâce à Claude Lorius, on a la chance, et là c'est la première fois, le premier carottage, on a la chance d'avoir accès à de la glace d'un forage réalisé par les soviétiques, donc dans le point le plus froid du globe, qui est Vostok. Voilà. Et ce que l'on fait à Saclay, c'est l'analyse isotopique. En gros, ça vous donne la courbe du milieu. Donc là, vous voyez, il y a plus de 2 km de glace. La courbe du milieu, c'est les températures telles que l'on reconstruit. Donc, disons, c'était ce à quoi j'ai contribué. On reconstitue les températures à partir de l'analyse isotopique de la glace. Et puis, mes collègues grenoblois, Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola, Jérôme Chaplaz ensuite, disons, reconstituent la composition de l'atmosphère, qui est intéressante entre ces 2 gaz à effet de serre, donc le CO2 et le méthane. Et on voit donc effectivement que, bien sûr, en période glaciaire, il y a moins de gaz carbonique, moins d'effet de serre qu'en période chaude, sachant qu'à cette échelle de temps, l'origine, disons, des grands changements glaciaires interglaciaires, c'est bien sûr la position de la Terre sur son orbite, donc la théorie astronomique, mais là, on montre que la composition de l'atmosphère, et c'est vraiment la première fois, a joué un rôle dans les changements climatiques du passé. Alors, en fait, ça tombe bien. Ça tombe bien en ce sens que l'alerte, disons, ce lien entre le fait que la composition de l'atmosphère puisse jouer sur le climat, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dès le 19e siècle, en fait, Fourier, disons, on connaît l'idée de l'effet de serre, et Arrhenius, dès fin 19e, début 20e, dit 2 choses, et que eh bien, le climat va se réchauffer, puisqu'on commence c'est d'abord le charbon, bien sûr, à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Il prévoit aussi, ce qui est assez intéressant, que la composition de l'atmosphère a joué un rôle dans les climats glaciaires interglaciaires. Donc il avait bon. Ses calculs n'étaient pas très justes, mais il était très intuitif, et il avait bon sur les 2 côtés. Alors, mais il ne se passe pas grand-chose, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les modélisateurs du climat qui lancent l'alerte, très clairement. Il y a un nom qui revient, c'est celui de Suki Manabe. Donc, il a eu le prix Nobel de physique en 2021, donc 50 ans après. Donc, c'est le premier à avoir regardé ce que serait notre climat si on doublait la quantité de gaz carbonique. Donc, voilà. Donc, il arrive à la conclusion que ça sera un réchauffement de l'ordre d'un peu plus de 2 degrés. Et puis, il y a toute une série de travaux qui aboutissent en 1979 donc, au rapport Charnay, et qui fait une synthèse des premiers résultats. Donc ce doublement des quantités de gaz carbonique, on appelle ça la sensibilité du climat, eh bien, elle serait comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés pour un doublement des quantités de gaz carbonique. Et à l'époque, et malheureusement ça reste toujours possible, eh bien, ce doublement était envisagé pour le milieu du XXIe siècle. Voilà, donc l'alerte est donnée, et il y a beaucoup de... voilà, donc, disons... Vraiment, il y a toute une série de réunions dans les années 80 qui vont conduire à la mise sur pied du GIEC en 88. Et effectivement, disons, je dirais que ce que nous montrons, c'est-à-dire à la fois le lien entre climat et effet de serre dans le passé, et aussi le fait qu'il est tout aussi important que jamais. On était déjà à l'époque à plus de 350 ppm en CO2, c'est-à-dire que les teneurs, les quantités de gaz carbonique qu'on avait dans l'atmosphère n'avaient jamais été rencontrées au moins sur 160 000 ans. Donc tout cela, effectivement, je dirais que ça renforce la prise de conscience, et ça arrive au bon moment. Le GIEC est créé donc avec une... Ouais, je
pense que ça marche. Ouais. Le GIEC est créé avec une mission très simple. Donc, on est en 88. Alors, surtout, l'idée n'est pas de faire des recommandations aux décideurs scientifiques, mais d'établir un diagnostic sur tout ce qui touche au rôle potentiel des activités humaines sur notre climat. Ça, c'est la mission. Donc, on le fait à partir d'une évaluation disons, des publications, en gros, scientifiques. Et on s'intéresse dès au départ, et c'était, je crois, l'idée qui fait que le GIEC a vraiment pris une certaine, enfin, a pris, disons, de l'ampleur. Dès au départ, eh bien, les fondateurs, en particulier Bert Bolin, s'intéressent non pas simplement aux causes du réchauffement climatique, mais aussi aux conséquences, à l'adaptation et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre. Donc il y a une vision assez complète et qui reste celle d'aujourd'hui de ce système, hein, donc y compris d'ailleurs, on peut en parler des sciences sociales, des aspects sociétaux du réchauffement climatique qui sont traités dans les rapports du GIEC. Donc on en est à 6 rapports, donc voilà, donc qui vient de se terminer. Et il y a aussi des rapports spéciaux. Voilà, donc le premier rapport du GIEC, c'est en 90. Ça se traduit, j'y reviendrai, donc ça, et 2 ans après, en 92, se met en place, donc c'est la convention se met en place la convention climat au sommet de la Terre de Rio. Il y a 3 conventions, hein, convention climat, convention biodiversité, et une sur la désertification. Et cette convention climat, donc, c'est là où les décisions devraient se prennent quelquefois par rapport au diagnostic du GIEC. Hein, donc, disons que l'instance politique, c'est effectivement plus la Convention climat. Alors, où en sommes-nous par rapport à ce réchauffement climatique? Eh bien, c'est une réalité. Hein, c'est important. C'est une réalité. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans dans l'atmosphère. Donc, et ce n'est pas une surprise. Alors pourquoi ce n'est pas une surprise? Parce que, vous voyez, donc, ce que nous avons fait collectivement, c'est que nous avons modifié la composition de l'atmosphère. Donc l'effet de serre, c'est une propriété relativement simple. Hein. Disons, dès qu'une molécule atmosphérique gazeuse a plus de 2 atomes, ça vibre et ça fait effet de serre. On va faire simple, hein. Surtout ici. Donc il y a des spectroscopistes, mais l'idée c'est ça. En gros, ce qui n'est pas effet de serre, c'est l'azote, l'oxygène et les gaz rares. Par exemple, si vous prenez l'oxygène avec 3 atomes, l'ozone, c'est un gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est cette propriété. La propriété d'effet de serre, c'est simplement de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Hein, sans effet de serre, on ne serait pas là. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Mais on ne modifie pas directement les quantités dans l'atmosphère. On les modifie indirectement puisque l'océan se réchauffe et il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc, mais ce sur quoi nous jouons directement par nos activités, eh bien, ce sont par ordre d'importance, je dirais, eh bien, le gaz carbonique. Voilà, on a déjà 50%, on a augmenté de 50% la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère depuis par rapport à ce qu'elle était il y a 150 ans ou 200 ans, disons au 19e siècle. Voilà, le méthane a plus que doublé, le protoxyde d'azote a augmenté de 25% ou presque, d'un quart, et puis il y a toute une série d'autres composés, les chlorofluorocarbone, tous les composés, disons, qui sont dans l'atmosphère, qui ont beaucoup d'atomes, généralement, sont à effet de serre. Donc qu'est-ce que c'est que le résultat? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une surprise. Eh bien, c'est que augmenter l'effet de serre, c'est augmenter le chauffage. Hein, c'est augmenter la quantité d'énergie disponible pour assurer l'équilibre thermodynamique de l'atmosphère et de ce qui interagit avec l'atmosphère, l'océan de surface, les surfaces continentales et les glaces. Alors, ce n'est pas une surprise, hein, puisque, en gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Si vous augmentez le chauffage, eh bien, la réponse logique de votre système, même si en interne c'est un peu compliqué, c'est que la température augmente. Ça, c'est
Voilà, c'est ce que nous répétons depuis assez longtemps. On sait comment on fait. Hein. Par exemple, je vais donner quelques chiffres, pas trop, mais en 2022, eh bien, c'est 37 milliards de tonnes de CO2 liées à l'utilisation des combustibles fossiles, 5 à 6 milliards de tonnes liées à la déforestation, 1 à 2 milliards de tonnes liées à la fabrication du ciment, et on y ajoute à peu près 15 milliards de tonnes d'équivalent CO2 liés aux autres gaz à effet de serre, où il y a une composante liée à l'agriculture, par exemple, assez importante pour le méthane, mais surtout sur le protoxyde d'azote. 80% du protoxyde d'azote est lié largement à l'utilisation d'engrais, par exemple. Donc tout ça est bien documenté, et cette augmentation du chauffage, elle a une caractéristique, c'est que cette énergie supplémentaire, l'essentiel va dans l'océan. 93% vont dans l'océan. Et c'est donc dans l'océan qu'il faut peut-être en priorité aller voir ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, vous voyez, c'est assez clair. Il y a une élévation du niveau de la mer, donc qui est très bien documentée. Elle est entre 3 et 4 mm chaque année. Voilà, elle est 2 fois plus rapide que dans les années 50-60, que dans la deuxième partie du XXe siècle. Et elle est liée, alors à peu près pour un peu moins de la moitié, à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et pour le reste, à la fonte des glaces, donc à la fonte des glaciers continentaux, mais depuis une trentaine d'années, aussi à la fonte des calottes glaciaires, donc voilà, le Groenland au nord et l'Antarctique au sud. Et ça, c'est une des questions qu'on se pose. Comment vont se comporter les calottes glaciaires dans un climat plus chaud ? Donc, on voit bien qu'à travers cette élévation du niveau de la mer, eh bien, on a un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Alors, où en sommes-nous actuellement ? Et je reprends textuellement la conclusion du 6e rapport du GIEC. On est au domaine des certitudes. Nous sommes certains que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement des continents, de l'atmosphère, des continents et des océans. C'est la conclusion essentielle du rapport du GIEC, qui va au-delà. En fait, le plus probable, c'est qu'on a, disons, par nos activités, on est à l'origine de l'ensemble du réchauffement, disons, depuis le début du XXe siècle, qui est un peu supérieur à 1 degré. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au 5e rapport du GIEC, donc moi je suis plus actif dans le GIEC, mais une personne qui a été très active, c'est ma collègue Valérie Masson-Delmotte. Voilà, donc une des choses qui est très importante, voilà, c'est que jusqu'ici, l'attribution se faisait uniquement sur la température moyenne, mais dans le 6e rapport du GIEC, on attribue également cette élévation du niveau de la mer aux activités humaines. Et on attribue aussi, c'est très intéressant, parce que quand on posait la question il y a une dizaine d'années, est-ce que les vagues de chaleur, est-ce que la modification des vagues de chaleur est liée ou non aux activités humaines, je répondais toujours, ça se comporte comme on s'y attend. Mais on n'attribuait pas directement. Et maintenant, vous voyez, voilà, donc toutes les régions, disons en rose, là, sont des régions où les vagues de chaleur deviennent soit plus intenses, soit plus fréquentes, soit les deux. Donc vous voyez, c'est évidemment disons le cas de l'Europe de l'Ouest, c'est aussi le cas du pourtour méditerranéen. Et quand vous avez 3 étoiles, eh bien, c'est que ce changement, cette modification peut être, disons, de façon quasi certaine, attribuée aux activités humaines. Voilà, c'est le cas de la Méditerranée, c'est le cas des régions, disons bien sûr l'Europe de l'Ouest et le pourtour méditerranéen. Alors, un point intéressant actuellement, enfin intéressant, force de constater que ce que nous vivons aujourd'hui et ce que notre communauté, enfin j'ai eu la chance ou pas, mais enfin bon, j'ai vécu ça de l'intérieur depuis plus de 50 ans maintenant, c'est ce que notre communauté envisageait tout au cours des dernières décennies, en termes de rythme de réchauffement, en termes, par exemple, l'accélération du niveau de la mer, ce n'est pas une surprise, c'est ce qui était prévu, ou bien l'intensification des événements extrêmes était également prévue. Et c'est vrai que le fait que notre communauté ait été capable d'anticiper correctement le climat que nous vivons aujourd'hui, je crois que ça nous invite à accorder de la crédibilité à ce qu'envisage cette communauté d'ici 30 ans et au-delà. Cette crédibilité ne nous a pas forcément été accordée jusque-là.
mais c'est une invitation très claire. Parce que, et alors, bon, alors ce qu'on envisage, évidemment, ça dépend on comprend bien que le réchauffement climatique va dépendre de ce que nous allons émettre. Alors, pas complètement, hein, puisque le climat des 20 prochaines années est quasiment joué. Hein. Disons, le climat des 20 prochaines années ne dépend pas beaucoup de ce que nous allons émettre d'ici 2030. À l'inverse, ce que nous allons émettre depuis jusqu'à 2030 va jouer un rôle extrêmement important sur le climat de l'après 2050. Hein, c'est ça, ce décalage est très important. Hein, donc, voilà. Et voilà, donc si nous ne faisions rien, nous irions donc vers des réchauffements de l'ordre de 4 à 5 degrés en moyenne planétaire. Et bon, si vous êtes intéressé à ces aspects, vous savez bien, disons, quand on parle de 4 à 5 degrés en moyenne planétaire, c'est plutôt une amplification de 20, 30, 40% dans des régions continentales comme la nôtre. Hein. Par exemple, actuellement, face au 1,1 degré de réchauffement planétaire, on est en France à 1,7. Vous voyez à peu près cette amplification. Alors, les conséquences, je vais aller très rapidement pour, hein, voilà, pas peut-être trop de temps, mais le message est clair, c'est-à-dire que si nous allions, alors j'espère que nous n'irons pas, et on est parti pour ne pas aller vers le scénario émetteur, pas complètement, eh bien si nous allions vers un scénario émetteur, vous voyez, il y a toute une série de conséquences, et avec un niveau de risque indétectable, moyen, élevé, très élevé, il n'y a pas photo. Hein, c'est-à-dire que quelles que soient les conséquences vers lesquelles vous vous tournez, disons ces conséquences elles seront importantes, sinon, disons, très élevées. Donc, on peut parler d'acidification de l'océan. Hein, donc, ça, c'est un problème de chimie, c'est pas un problème d'effet de serre, qui est plus un problème de physicien. C'est la chimie qui nous fait que disons, il y a à peu près, voilà, sur les 45 milliards de tonnes de CO2 qu'on a émis l'an dernier, il n'y en a que 20 milliards qui sont restés dans l'atmosphère. C'est bien, il y en a à peu près 10 à 15 milliards absorbés par l'océan, par la végétation, et puis autour de 10 à 15 milliards, 10 milliards aussi par l'océan. Le problème, c'est que c'est aux dépens de l'océan. Hein, donc voilà, l'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle, et dans le cas d'un scénario émetteur, son acidité aurait doublé à la fin de ce siècle par rapport à ce qu'elle était disons, au début des années 1900. Vous voyez, donc, alors c'est surtout, les jeunes d'aujourd'hui, là, il y en a, c'est sympa, donc pourront toujours aller se baigner. Hein, c'est un acide très faible, mais en gros, tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, n'aime pas du tout. Hein, c'est le cas de tous les animaux. Bien sûr, les récifs coralliens, hein, qui sont déjà mis à mal par le changement de température, mais aussi, voilà, évidemment, disons, tous les animaux marins à coquilles sont évidemment touchés par cette acidification de l'océan. Les extrêmes climatiques, voilà, donc ils sont déjà plus intenses, plus fréquents, et ça va se poursuivre. Des phénomènes irréversibles, j'en parlerai un peu, les déviations du niveau de la mer. Voilà, la nature qui nous entoure, c'est très important, elle est très affectée, hein, la perte de biodiversité, les écosystèmes qui sont complètement modifiés. Bien sûr, il y a tous les problèmes de pollution, de santé, puis les populations. Voilà, on va parler de migration, de ressources en eau, hein, on le vit déjà actuellement, d'insécurité alimentaire, de la sécurité au sens sécuritaire du terme. On voit bien que ce lien tout de suite entre climat, énergie et politique fait que voilà, on peut rentrer dans des zones extrêmement instables politiquement, et il y a une certaine dimension climatique dans cette instabilité. Mais moi, je me suis beaucoup intéressé à ces aspects, donc je me suis beaucoup intéressé à... En fait, on peut prendre les conséquences une par une, c'est ce que je vais faire un petit peu, sans être trop long, mais on peut les prendre dans leur ensemble. Et si on les prend dans leur ensemble, la première conséquence du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. Donc, je peux donner des exemples. Hein. Voilà, on va prendre la métropole lyonnaise. L'été, il fait chaud. Il y a ceux qui ont des maisons de campagne ou autre part au bord de la mer qui peuvent partir, et il y a ceux qui ne peuvent pas. Donc c'est clair. Donc il y a vraiment, tout le monde n'est pas égal par rapport à ces conséquences du réchauffement climatique. On peut aussi avoir des inégalités qui se mettent en place lors de mesures qui sont envisagées pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter.
Si on revient 5 ans en arrière, en 2018, donc la taxe carbone est en place. Alors on l'envisage dans la loi, on envisage de l'augmenter de façon assez relativement lente pour qu'elle atteigne 100 € la tonne de CO2 en 2030. Elle est déjà à un prix déjà pas négligeable actuellement. Mais bon, je ne vais pas faire de politique, mais c'est vraiment pour se mettre de l'argent dans les caisses. Bercy dit, propose de l'augmenter beaucoup plus rapidement qu'il n'était envisagé au départ. Et c'est clair, donc, et quand on regarde cette augmentation qui n'a pas été concrétisée, eh bien, alors, bien sûr, en valeur absolue, ce sont les plus hauts revenus qui auraient contribué le plus, puisque c'est une question de consommation. C'est très simple. Mais en valeur relative, eh bien, le dernier décile donc, aurait été 3 fois plus affecté par rapport à son revenu. Les bas revenus auraient été 3 fois plus affectés de manière relative que les hauts revenus. Et ce sentiment d'injustice a été bien perçu. C'est-à-dire, c'est en tout cas c'est pratiquement, disons, l'augmentation de la taxe carbone est un peu à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. C'est très clair. Donc on sent bien, donc voilà ce type d'injustice, le problème. On ne peut pas isoler le réchauffement climatique du mode de fonctionnement de nos sociétés. La dimension culturelle, économique, sociale, disons, est tout de suite présente, et je dirais assez aussi politique. Voilà, donc des conséquences. C'est pas, ici, vous n'avez pas aucun risque, vous êtes bien, mais quand même, il y a quand même des régions côtières. Donc un réchauffement, disons, un réchauffement non maîtrisé, eh bien, on irait vers 1 mètre d'ici la fin du siècle, peut-être plus, mais c'est surtout ce qu'on met en route et que personne n'arrêtera. C'est-à-dire... Voilà, donc avec un scénario émetteur, on pourrait être à 7 mètres, non pas à la fin du siècle prochain, mais au suivant, entre 3 et 7 mètres, vous voyez. Mais même avec un scénario sobre, j'y reviendrai, on pourrait atteindre 3 mètres à la fin, d'ici 2300. Vous voyez, donc, voilà, le problème de l'inertie de l'élévation du niveau de la mer est terrible. C'est-à-dire, pour moi, c'est à l'échelle séculaire, mais ce qu'on met en route, et on décide aujourd'hui du niveau de la mer du siècle prochain. Voilà, donc, alors, les vagues de chaleur, donc, eh bien, alors on verra, mais les chiffres sont à l'échelle planétaire, on peut les décliner par région, mais voilà ce qui est envisagé. Donc, en termes, on va parler d'une vague de chaleur qui, avant le réchauffement climatique, survenait 1 fois tous les 10 ans. D'ores et déjà, elle survient 3 fois tous les 10 ans, et elle est plus intense, c'est-à-dire que, disons, les records de température augmentent plus vite que la température moyenne, ça on le sent bien, bien sûr. Et voilà, à 1,5 degré, ça serait pratiquement 4 fois, et à 4 degrés, si rien n'était fait, pratiquement, ça serait chaque année, et avec des records 5 degrés plus élevés. On flirterait de façon très claire avec les 50 degrés en France, de façon ponctuelle, et bien sûr dans le temps et dans l'espace. Mais vous voyez bien, c'est un autre climat. Les pluies torrentielles, donc ça aussi, là aussi, c'est une prévision, c'est un autre événement extrême qui est déjà ressenti, c'est 30% de plus, avec plus intense, plus fréquent, et qui là aussi, à 4 degrés, deviendrait pratiquement 3 fois plus fréquent et disons 30% plus intense en moyenne à l'échelle planétaire. Donc ça sort des événements qui sont quand même à l'origine d'inondations. Alors on y a échappé il y a 2 ans, mais ce n'était pas le cas de nos voisins belges ou allemands. Et vraiment, ça peut bien sûr arriver en France, où il y a aussi des événements plus spécifiques, comme les événements méditerranéens. Donc, le problème des précipitations, il est aussi, alors sur la quantité de précipitations, ces pluies torrentielles, on va parler de sécheresse aussi, mais donc la caractéristique, là je reprends quelque chose du 3e rapport du GIEC qui prend toute sa valeur actuellement, c'est que, bon, grosso modo, c'est important de bien comprendre que la température de l'océan ayant augmenté, il y a plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Comme elle n'y reste pas, il y a plus de précipitations à l'échelle planétaire. Ça, il n'y a pas photo. Mais le réchauffement climatique a le mauvais goût d'augmenter les précipitations là où il y en a déjà pas mal, sinon trop, et de diminuer là où il n'y en a pas assez. Donc vous voyez, si vous regardez l'hiver, en vert, ce sont les régions où ça augmente. Eh bien, disons, sur l'Europe du Nord, il n'y a aucun intérêt à ce que les précipitations augmentent, sauf à augmenter les risques disons, d'inondation. À l'inverse, les régions où cela diminue, eh bien, c'est les régions marron, ça peut aller jusqu'à, vous voyez, 40%.
eh bien, c'est le pourtour méditerranéen et c'est plus marqué, bien sûr, l'été que l'hiver. Donc, avec des conséquences sur les ressources en eau, c'est transparent, je le montre depuis 20 ans, hein, je veux dire. Donc, c'est des choses qu'on vit aujourd'hui, hein, sur les ressources en eau, sur l'agriculture. C'est vrai que sur les migrations, dans la mesure où les deux rives de la Méditerranée sont touchées, il y a bien sûr les régions où la sécurité alimentaire n'est plus assurée, sont des régions où les gens qui les habitent ont vraiment n'ont d'autres solutions que de les quitter, très souvent, soyons clairs. Les feux de forêt, hein, là aussi, ce sont des choses très... Je ne sais pas, quelque chose que je montre pour les feux de forêt, mais voilà, ça va pratiquement jusqu'à Lyon, mais disons les régions rouges, ce sont les risques de feux de forêt. En rouge, c'est les risques maximum. Si je vous montre la carte, disons, d'aujourd'hui, eh bien, bon, l'Espagne, la rive sud de la Méditerranée est déjà à risque maximum, on le sait. Mais par exemple, des régions comme le centre et l'ouest de la France le deviendront. Alors, en fait, je montre là aussi cette diapo depuis au moins 20 ans. C'est du 3e rapport du GIEC ou du début des années 2000. Et vous voyez, ce risque de feu de forêt, eh bien, on l'évoquait plus pour le milieu du siècle. Il est déjà là. Il y a eu, par exemple, cet été, donc, dans ma Bretagne natale, le Mont d'Arrée, disons, et la forêt de Brocéliande ont eu des feux. Bon, ils ont été maîtrisés, mais c'est quand même des centaines d'hectares qui ont été détruites. Voilà, la France, alors maintenant, l'année record, c'est 2022, mais ce n'est pas une année record. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'entre l'année 2022 et l'année record précédente, il y a presque 1,5 degré. Et ça, on ne s'y attend pas. Il y a des stations météorologiques en France, alors en particulier dans l'Ouest, où le record a été battu de 4 degrés. Donc, par exemple, à Brest. Et ça, c'est très marqué, on l'a vécu. Voilà, donc... il y a aussi ce problème des précipitations. Donc, moi, je me suis... Enfin, disons, j'ai fait un rapport, disons, sur ce que serait notre climat, ce que serait le climat en France à horizon 2100. C'était le titre du rapport, toute une série de rapports. Et en fait, ça c'était début, 2014, 2013, 2014, et il y a un nouveau rapport de Jean-Michel Soubirous, Météo France, qui met à jour tout cela. Un rapport plus récent, et voilà, qui nous dit par exemple que... Alors les sécheresses météorologiques, c'est la durée c'est les périodes sans précipitation. Donc, vous voyez, les sécheresses météorologiques, eh bien, leur durée augmente de façon très claire dans le sud-ouest, mais aussi, voilà, Bretagne, Pays de Loire. Donc ça, ce sont évidemment des simulations à horizon... voilà, dans le cas de la fin du siècle, mais ça se perçoit déjà dès le milieu du siècle. Et ce qui est important, me semble-t-il, donc quand on regarde les projections, dans ce rapport de Jean-Michel Soubirous, Drias, sur ce que serait le climat de la France à l'horizon 2050, en termes de précipitations dans la partie nord de la France, voilà, donc on s'attend à un peu plus de précipitations l'hiver, moins l'été, donc pas trop de modifications de l'ensemble des précipitations, de la précipitation annuelle, mais... Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Même si vous avez des précipitations annuelles, je dirais, globalement constantes dans le nord de la France, eh bien, les simulations du débit des fleuves, des rivières, par exemple dans le bassin Seine-Normandie ou Loire-Bretagne, diminuent de 20, 30, 40%. Parce qu'un des déterminants importants, c'est l'évaporation qui augmente. Ça, c'est très important. Donc évidemment, la situation est encore plus critique dans le sud de la France, j'en ai déjà parlé, où là, les précipitations, a priori, devraient diminuer. Donc, ce qui n'empêche pas certains événements fréquents, certains événements méditerranéens avec des pluies très intenses. Disons, c'est un peu la double peine pour ces régions. Donc c'est vrai qu'on en discute. J'étais hier à Digne. Il y a beaucoup de discussions autour des ressources en eau, mais il faut apporter d'ores et déjà, alors il n'y a pas le feu quand même, je veux dire, il y a pire que notre pays, disons un peu de bon sens et d'utilisation, je dirais, collective de l'eau comme un bien commun, devrait quand même nous permettre de faire face à ces modifications, mais c'est certainement quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dans notre pays. C'est le message, mais je crois que le message est bien passé, y compris au niveau des décideurs politiques. Donc, en gros...
pour conclure cette partie, ne rien faire n'est pas la solution. Alors ça on le sait depuis, disons, nos décideurs politiques. Voilà, donc 92, c'est disons, Rio, la Convention climat. Voilà, avec en fait, la Convention climat se met en place. Donc chaque année, il y a une grande réunion. Il y en a d'autres, mais ce sont les COP. Donc la première est à Berlin en 95, et c'est pas mal parti. Puisque dès en 97, donc il y a le protocole de Kyoto, hein, la 3e année. Et l'idée de la Convention climat originelle, c'est disons, de prendre des mesures pour stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le climat et qu'il n'ait pas de conséquences dangereuses. Hein, donc c'est ça. Mais il n'y a pas d'objectif chiffré. Hein, donc, mais d'ores et déjà, même s'il n'y a pas d'objectif chiffré, on sait que pour stabiliser l'effet de serre, puisqu'on émet plus de gaz carbonique que l'océan et la végétation en absorbent, eh bien, il faut diminuer les émissions. On le sait. C'est un peu ce qu'acte le protocole de Kyoto, qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions. Alors, sur la période 2008-2012, par rapport à 90, qui est l'année de référence. Ça, c'est le protocole de Kyoto. En fait, c'est un échec, puisqu'on sait disons, bon, je cite tout, on sait depuis le départ qu'il faut diminuer les émissions. Elles étaient, quand j'ai commencé en 70, elles étaient de 27 milliards de tonnes, et elles sont maintenant de 60 milliards de tonnes. Vous voyez que le message n'a pas très bien passé. Elles n'ont pratiquement pas arrêté d'augmenter, sauf de façon ponctuelle lors de la crise économique ou bien lors du Covid. Vous voyez. Donc, le second... Kyoto, c'est un échec, malheureusement. Il y a vraiment je mets en avant 2 raisons. La première, c'est que personne n'avait envisagé que disons, la libéralisation de l'économie, hein, disons, l'émergence d'un pays comme la Chine se traduirait par des émissions très importantes. En fait, les émissions de la Chine ont pratiquement triplé dans les années 2000. Hein, donc, voilà, la Chine a dépassé les États-Unis en termes d'émissions en 2005. Donc ça, c'est un premier point. Ça. Et puis, l'élection de George Bush, Al Gore signe le protocole de Kyoto et les États-Unis ne souhaitent, disons, George Bush ne veut pas le ratifier. On a vraiment perdu 8 ans et on est retombé dans le même, disons, je dirais, dans le même contexte avec Donald Trump. Donc c'est vrai que les historiens du climat n'auront pas beaucoup d'estime pour ce qu'ont fait les États-Unis au cours des 20 dernières années, c'est très clair. Donc voilà, et le deuxième accord, c'est Copenhague. On est en 2009. C'est juste après la crise économique, et on espérait de Copenhague un accord ambitieux donc pour la période, cette fois 2013-2020. En fait, il n'y a pas eu d'accord ambitieux puisque seule l'Europe et quelques autres pays se sont engagés dans l'accord de Copenhague avec des objectifs chiffrés. Et l'Europe a tenu cette ambition, c'était la diminution de 20% de ses émissions, ce qu'on appelait les 3 x 20. Donc l'Europe a tenu ses engagements, mais disons qu'il n'y avait que moins de 15%, disons les pays qui étaient vraiment engagés représentaient moins de 15% des émissions, c'est l'échec. Et d'ailleurs les émissions ont continué à augmenter un peu ralenti, leur augmentation un peu ralentie, mais pas de façon. Alors arrive le 3e accord qui est celui de l'accord de Paris. Et là, avec un double, disons, un double changement. D'abord, un changement de paradigme. C'est-à-dire que les Nations Unies, la Convention climat, les Nations Unies comprennent que essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, ça ne marche pas. C'est ce qui a été visé à Kyoto et à Copenhague, ça ne marche pas. D'où la proposition de demander aux pays ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Alors l'intérêt de la force et je crois la réussite du protocole de l'accord de Paris, c'est son universalité. Parce que tout simplement, eh bien, ces engagements ne sont absolument pas discutés. Ils sont mis sur la table et voilà, ils sont comptabilisés. Et les pays, eh bien, ont tous ratifié, à part un ou deux, l'accord de Paris. Évidemment, il y a
disons, la période Donald Trump, où disons, les États-Unis en sont sortis en fin de mandat de Donald Trump. Mais voilà. Donc c'est sa force, son universalité, c'est aussi sa faiblesse, hein, puisque, évidemment, en face des engagements, il n'y a aucune raison que ces engagements soient en phase avec les objectifs. Hein, donc il n'y a aucune raison que ces engagements nous emmènent vers une stabilisation de l'effet de serre. D'autant plus qu'il y a quelque chose de fondamental là, qui s'est produit. On en avait déjà discuté à Copenhague. Donc, moi, si vous voulez, j'ai eu la chance j'ai eu la chance de participer effectivement aux travaux du GIEC pratiquement depuis le début jusqu'en 2015. Et puis, je m'y intéresse encore. Et j'ai aussi la chance de participer à toutes les conventions, disons à toutes les COP depuis 2001 au titre de la délégation française. Donc, voilà, j'ai vécu, disons, c'est un peu de l'intérieur, y compris du côté un peu plus politique. Donc, voilà, donc il y a quelque chose, on comprend à partir de ce moment-là, on précise que pourraient être des conséquences dangereuses, et bien force est de constater que si on veut être capable de s'adapter au réchauffement climatique, il faudra limiter bien en deçà de 2 degrés, et ça c'est inscrit dans l'accord de Paris. Et évidemment, eh bien, ce que fait les engagements qui ont été pris nous emmènent vers 3 degrés. Et ce qui est d'autant plus élevé que, eh bien, il y a certains pays, les pays les plus vulnérables, qui se disent 2 degrés, c'est trop important par rapport au réchauffement climatique. Et il serait quand même bon de regarder ce que serait un climat si on limitait le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc c'est ce qui est fait dans le rapport 1,5 degré. Et de façon très claire, la conclusion est simple. Il serait beaucoup plus facile, pour les jeunes d'aujourd'hui, de s'adapter au réchauffement climatique s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Donc, disons, chaque dixième de degré compte, soyons clairs. Et voilà, on en est plutôt sur une trajectoire, en faisant l'hypothèse que les accords de Paris sont tenus, une trajectoire qui nous emmène un peu au-delà de 3 degrés. Vous voyez, donc, on a fait une partie du chemin. Hein, donc, enfin, si les accords sont pris en compte. Puisque, disons, quand je faisais des conférences il y a une vingtaine d'années, je parlais très souvent des 4 à 5 degrés. Je n'en parle beaucoup moins. Vraiment, on est plutôt parti vers 3 degrés. C'est moins mal. Voilà, donc c'est un peu... Il ne faut pas non plus dire que rien n'a été fait. Il y a une prise de conscience qui se met en route. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, maintenant, c'est la conséquence sur le mode de fonctionnement de la société. C'est bien beau d'afficher 2 degrés, 1,5 degré comme stabilisation. Stabiliser l'effet de serre, ça veut dire que l'effet de serre n'augmente plus. Pour cela, on va parler de neutralité carbone. On comprend bien que plus on est ambitieux dans la date, dans l'échéance dans le niveau de stabilisation, plus il va falloir être ambitieux dans l'échéance de neutralité carbone. En fait, dans l'accord de Paris mettait l'accent sur un réchauffement limité en deçà de 2 degrés, et on parle de neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, suite au rapport 1.5, effectivement, la Convention climat a pris ce diagnostic au sérieux, et voilà, donc depuis Glasgow, il y a maintenant 2 ans, eh bien, est inscrit clairement dans l'accord de Glasgow la priorité, cette idée de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et dans ce cas-là, eh bien, il faudra atteindre neutralité carbone à horizon 2050. C'est pas rien, hein, c'est tout de suite. Vous voyez, donc, voilà. Donc, je ne dis pas qu'on y atteindra, mais on voit bien que c'est quelque chose. Alors, du côté positif, il y a effectivement, le fait que ce n'est pas tombé, le diagnostic scientifique est pris un peu au sérieux. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a plus d'une centaine de pays qui ont inscrit, d'une façon ou d'une autre, dans leurs objectifs, cette neutralité carbone à horizon 2050. C'est le cas de notre pays, hein. C'est inscrit dans la loi. Donc voilà, c'est le cas de l'Europe, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de... Voilà. Et même la Chine l'a inscrit, dans ses objectifs, au moins dans les discours, à horizon 2060. Vous voyez, l'Inde en 2070. Donc si vous regardez ce que les pays affichent,
on ne serait pas trop loin du compte. Disons, c'est pas... Voilà. Donc après, évidemment, il y a aussi d'autres pays qui ne se sont pas engagés. On voit bien la difficulté pour certains pays de s'engager, en particulier certains pays qui ont besoin de se développer. On pourra en reparler, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a un fossé entre les objectifs affichés et la réalité. Donc cette réalité qui nous emmène vers au moins 3 degrés. Par exemple, au niveau planétaire, eh bien, on sait d'ores et déjà qu'on a 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5. C'est maintenant qu'il faut agir, ce n'est pas demain. Ça, c'est clair. C'est un message. Alors, et au niveau français, eh bien, voilà, on affiche, donc l'Europe est très ambitieuse, moins 55% de réduction par rapport à 90. La France, ça va probablement se décliner par moins 50%. Si on voulait faire ça, l'atteindre, il faudrait diminuer nos émissions pratiquement de 5% chaque année jusqu'en 2030. Donc voilà, on est loin du compte. Disons, ça diminue très légèrement et ça ne diminue pas vraiment si on tient compte de l'empreinte carbone, c'est-à-dire ça diminue pour les émissions sur le territoire national, c'est ce que demande en fait la Convention climat. Ça ne diminue pas vraiment si on tient compte de l'empreinte carbone, c'est-à-dire de nos importations. Disons pratiquement notre empreinte carbone n'est pas loin du double, au moins 60-70% supérieure augmente en tenant compte est presque aussi importante que les émissions sur le territoire national. Alors voilà donc comment se répartissent les émissions en France. Voilà, on a du retard. Alors on a aussi, on est très bien organisé dans les textes. Voilà, dans les textes, eh bien, là on a ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Et dans chacun des grands secteurs, il y a des objectifs. Alors ça, c'est les objectifs. Quand l'objectif de la France à l'horizon 2030 était de 40%, moins 40%. Et maintenant, il est de moins 50%. Donc vous imaginez bien que ces objectifs vont être modifiés. Donc c'est inscrit. Alors il y a aussi inscrit dans la stratégie nationale bas carbone la notion d'efficacité énergétique, bien sûr, mais aussi de sobriété. Voilà. Et voilà, à horizon 2030, c'est déjà très ambitieux. Évidemment, à horizon 2050, ça l'est plus. Mais voilà comment... Alors moi, j'ai beaucoup aimé, pour y avoir participé, enfin au titre du comité de gouvernance, la Convention citoyenne pour le climat. Cette Convention citoyenne pour le climat, elle effectivement, c'était maintenant, il y a, disons, les 150 citoyens ont rendu leur copie il y a maintenant 3 ans, c'était au mois de juin 2020, mais les propositions des citoyens sont vraiment extrêmement pertinentes, ambitieuses, dans tous ces domaines que sont, c'est notre vie de tous les jours, se loger, se nourrir, se déplacer. Et ça représente déjà 60% de nos émissions. Donc je ne vais pas détailler ces propositions, mais je vous invite à aller sur le site qui est extrêmement bien documenté, de la Convention citoyenne pour le climat. Et le regret, évidemment, c'est qu'au départ, ces propositions étaient censées servir à faire mettre en place une nouvelle loi, donc la loi climat-résilience. Ça a été le cas, cette loi existe, mais la réalité, c'est qu'il n'y a que à peu près 20% des propositions des citoyens qui ont été réellement prises en compte. Et je crains, je le dis, que cette absence de prise en compte sérieuse des propositions des citoyens ne mette pas notre pays sur la trajectoire qu'elle affiche des moins 50% à horizon 2030. Donc, voilà, donc, alors ce que n'ont pas fait les citoyens, alors on les comprend parce que la Convention citoyenne pour le climat était, pour Emmanuel Macron, un des moyens de sortir du mouvement des Gilets jaunes. Donc ça a joué son rôle. Bon, il y a aussi beaucoup d'autres choses, évidemment. Mais donc les citoyens, et d'ailleurs l'organisation, a tout de suite mis de côté les sujets qui fâchent, donc en particulier l'énergie. Donc voilà, tout a été discuté sauf l'énergie parce que personne ne voulait revenir sur cette taxe carbone qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc, mais on ne peut pas ne parler de transition, disons, écologique ou voilà, au sens large sans aborder le problème de l'énergie.
Et j'aime bien m'appuyer donc sur un rapport qui est extrêmement bien documenté, qui est celui du rapport de RTE, hein, du réseau de transfert du transport de l'électricité, excusez-moi, et pour simplement donner deux vraiment, pour moi, les deux conclusions qui sont importantes du point de vue mix énergétique. Alors il y a, je le redis, il y a la sobriété, hein, donc finalement dans la loi, est affiché dans la loi que notre pays devrait consommer 2 fois moins d'énergie en 2050 qu'en 2015. Hein. C'est par rapport à 2015. C'était un peu ambitieux. Le rapport RTE mise plutôt sur une diminution de moins 40%. Donc, la conclusion, une des conclusions importantes par rapport au mix énergétique, voilà, c'est qu'atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif du renouvelable. C'est très clair qu'on n'arrivera pas. Il faut absolument développer le renouvelable, accélérer le développement du renouvelable. Et bien sûr, ce serait plus facile, en gros, hein, si on faisait si on faisait du nouveau nucléaire. Hein. Disons, il y a 6 scénarios, d'un scénario sans nucléaire jusqu'à un scénario avec, disons, ces 14, réacteurs qu'on envisage. Disons, on envisage 6 tout d'abord, on verra bien ce qui se passe, mais même dans tous les cas, disons, bien sûr, atteindre la neutralité carbone est assez difficile. Alors, bon, c'est sinon très difficile, en tout cas très cher si on ne fait pas du tout de nouveau nucléaire, mais c'est un peu la conclusion. Mais je crois qu'il faut aussi insister sur le développement du renouvelable, et c'est au cœur du territoire. Alors, je ne vais pas être trop long pour avoir une demi-heure de questions, Hélène, mais je ne peux pas ne pas dire que dans les solutions, eh bien, il y a aussi l'éducation. Je m'intéresse à beaucoup de choses, hein, voilà, donc l'éducation, voilà, donc je me suis intéressé à... Donc j'avais une lettre de mission, comment fait-on pour que 100% des étudiants, quel que soit... 100%, hein, vous écoutez là, hein, 100% des étudiants, c'est la lettre de mission, eh bien, soient formés et sensibilisés à la transition écologique. Étant donné que cette transition écologique, le réchauffement climatique n'est bien sûr, il y a la transition énergétique, il y a la biodiversité, mais bien sûr tous les aspects sociétaux, culturels, économiques qui sont liés. La transition, c'est le monde où vous allez vivre, les jeunes. Hein, comment s'y prépare-t-on? Comment vous y prépare-t-on? Hein, c'est ça le message. Donc, moi, vous envisage. Alors, Gérard m'a dit qu'il l'avait lu et qu'il va le mettre en application. Donc, voilà. Hein, donc, c'est vrai. Voilà. Et puis, allez, peut-être un peu de publicité. J'aime bien l'éducation. Et pour ceux qui vont à Paris, dimanche prochain, et ça sera là pendant 10 ans, donc s'ouvre à la Villette, à la Cité des Sciences, une exposition, donc une grande exposition dans le sens que c'est sur 1600 mètres carrés, près de 2000 mètres carrés. Voilà, ça s'appelle Urgence climatique, c'est-à-dire, et ça me fait très plaisir, c'est-à-dire que la Cité des Sciences a compris, donc ils avaient une exposition sur la mobilité, une autre sur l'énergie, une autre sur le bâtiment, l'urbanisme, voilà. Eh bien, c'est regrouper tout ça sous une nouvelle exposition, mais aussi, bien sûr, urgence climatique. Donc, je vous invite à aller la voir. Voilà, j'ai eu le plaisir d'en être commissaire scientifique. Et on l'inaugure dimanche prochain. Elle s'ouvre mardi, la semaine prochaine. Merci beaucoup. On a une demi-heure, hein, tu m'as dit. On va aller un peu voir les gens là. Voilà, ça va marcher. Alors, si vous avez des questions, je vous apporte le micro. Bonsoir et merci pour cet exposé très intéressant, même si c'est toujours édifiant d'entendre ce qui nous attend. Comme vous avez été très très impliqué avec le monde politique et le monde scientifique, je serais curieuse de savoir, d'après vous, un peu un avenir là, d'où va venir la solution? Est-ce que ce serait, enfin une partie des solutions, est-ce que ce serait pour vous plus la société civile? Oui. Les scientifiques, les politiques et collectivités, les entreprises? Ouais, donc, ma réponse est claire. Donc, l'État a un rôle,
justement d'abord d'être présent au niveau international, c'est le cas de la France dans ce domaine, dans d'autres aussi, ce n'est pas le problème. Ensuite, d'avoir des engagements ambitieux, c'est le cas de la France, neutralité carbone à horizon 2050, je suis complètement en phase avec la loi, l'objectif. Voilà, mais quand on regarde la réalité de la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation, c'est dans les villes, dans les territoires que ça se passe. Disons, quand on va parler du logement, logement, urbanisme, mobilité, disons, circuit alimentaire, c'est ici que ça se passe, dans les villes. J'étais tout à l'heure, je suis intervenu au colloque qui est à la Cité internationale sur l'énergie, c'est très clair. On voit bien, donc, je pense que c'est dans les territoires que ça se passe. Les collectivités locales, régionales ont un rôle très important à jouer. Et c'est encore plus marqué sur ce qui concerne l'adaptation. L'adaptation ne peut être envisagée que localement, quelquefois très localement. Donc oui, il faut se mobiliser, et se mobiliser dans les territoires, c'est à la fois évidemment les élus, toutes les collectivités au sens large du terme, mais c'est aussi le milieu industriel. Il faut absolument que l'activité économique soit dynamique, mais dynamique au service de la neutralité carbone. On pourra en reparler, mais ce sont aussi les médias, c'est aussi l'éducation, c'est aussi les ONG. Donc moi, je crois beaucoup à l'action des associations au sens large. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre en marche, y compris ici même. Donc il ne faut pas tout attendre de l'État, je crois franchement. L'État a un rôle à jouer, mais je crois qu'on en a d'ailleurs chacun d'entre nous, et bien sûr, on en arrive bien sûr aux citoyens. Oh, ils sont calmes. Bonjour. Bonjour. Vous aviez dit qu'on décidait maintenant de la température et du niveau des eaux qui seront dans 30 ans à peu près. Oui. Et du coup, est-ce que c'est à l'inverse, même les meilleurs efforts de décarbonation, il y aura cette forme d'inertie? Oui. L'inertie est différente, disons, si on parle de la température de l'atmosphère ou bien de l'élévation du niveau de la mer. L'inertie pour l'élévation du niveau de la mer, ça peut être séculaire, voire plus. Donc, la fonte des glaces, c'est plutôt à échéance multiséculaire. Donc, la disparition du Groenland est évoquée à horizon plutôt d'un millénaire en cas de réchauffement climatique important. Et ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc, l'inertie, oui, ce qui va se passer très probablement, donc on va dépasser 1,5 degré, peut-être même d'ici 2040 en moyenne planétaire. On dépassera très probablement les 2 degrés. Et si on voulait revenir à 1,5 degré, il faudrait, disons, avoir atteint la neutralité carbone en 2050, mais aussi être en mesure de pomper du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est pour ça que je le dis souvent, mais notre génération est assez égoïste, les générations, disons, je dirais les 30 glorieuses, globalement, parce que non seulement on vous demande de vous adapter au réchauffement climatique, mais aussi, en gros, de pomper du CO2 de l'atmosphère que nous mettons, nous, tous ceux qui sommes ici, nous mettons dans l'atmosphère actuellement. C'est ce qu'on est en train de faire. Si on veut atteindre neutralité carbone, il faudra à un moment repomper. Mais dans tous les cas, ça reprendra du temps pour redescendre vers les 1,5 degré. Même si tout se passait bien, ça demanderait la fin du siècle. Mais si vous voulez, si on dépasse 2 degrés de façon temporaire, c'est le moins mal qu'on puisse faire. Mais il est très improbable qu'on ne dépassera pas 2 degrés à un moment donné en moyenne planétaire, sachant que 2 degrés en moyenne planétaire, c'est plutôt 3 degrés en France. On comprend bien. Donc ça, c'est par rapport au point industriel. Donc voilà, oui, il y a cette inertie. Elle est beaucoup plus importante pour la fonte des glaces et pour l'élévation du niveau de la mer qui, elle, personne n'arrêtera. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est la limiter, vous voyez, même à 1,5 degré à 2 mètres d'ici 300 ans. Donc il faut s'y préparer quand même. Mais du coup, sur un axe par rapport à l'altitude, par rapport à l'altitude, comment évolue la concentration de CO2? Par rapport à l'altitude? Oui,
Non, ça varie pratiquement pas, c'est très homogène. Donc il y a surtout une variation saisonnière parce que la végétation a un rythme saisonnier. Donc il y a un pic au printemps parce que c'est dans l'hémisphère nord qu'il y a le plus, mais il n'y a pas pratiquement, pas de modification. Enfin, il y a très peu disons, c'est pratiquement constant avec l'altitude, et il y a aussi très peu de différence entre hémisphère sud et hémisphère nord, de l'ordre de l'année. C'est largement c'est rapidement homogénéisé. C'est pour ça qu'on dit, disons, le carbone qu'on émet ici, une année après, il est sur l'ensemble de la planète. Donc c'est vraiment... Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé avoir votre avis aussi sur les différences qu'on a entre la France et l'Allemagne par rapport à l'énergie, donc centrales nucléaires entre autres. Oui. Donc je suis moins critique que beaucoup d'autres sur la politique de l'Allemagne. Voilà. Ce qui est important pour l'Allemagne, c'est qu'on accuse le renouvelable quelquefois de l'Allemagne d'avoir mis l'accent sur le renouvelable. Et c'est faux. Enfin, disons, la réalité, c'est que c'est grâce au renouvelable que l'Allemagne a quand même maintenu ses émissions. C'est vrai que ce serait mieux s'ils avaient gardé du nucléaire. Mais il ne faut pas mettre... Ce qui est un tort de beaucoup de gens, c'est d'accuser le renouvelable d'être la cause de l'augmentation du CO2 lié. Au contraire. Donc, s'il n'y avait pas de renouvelable... Et moi, je crois qu'à moyen et long terme, le pari de l'Allemagne en termes de renouvelables, disons, peut être tenu. On verra bien, mais moi, je regrette vraiment l'absence de vraie politique européenne. Donc, je l'ai souvent dit, écrit. Donc, voilà, il aurait fallu... Et quand on parle de politique européenne, ce n'est pas simplement s'échanger l'électricité quand un pays n'en a pas assez. Voilà, c'est une vraie politique européenne en termes de politique de l'énergie, d'investissement, voilà, et c'est ça qui manque. Mais je crois qu'on fait des fois beaucoup trop disons, un procès à l'Allemagne vu de notre fenêtre. Le nucléaire n'a jamais représenté que 20%, jamais plus de 20% de l'électricité en Allemagne. Il ne faut pas non plus. Voilà. Mais donc, c'est un choix qui a été pris. Je ne sais pas s'ils repartiront. Mais ce n'est pas le développement des renouvelables, en tout cas, qui est la cause des émissions de CO2 de l'Allemagne. C'est effectivement le fait de reprendre du charbon, par exemple. Ça, il y a un besoin de fossiles. Et on voit bien que la guerre, disons, l'absence de gaz russe pose aussi des problèmes beaucoup plus aigus, qui n'étaient pas vraiment anticipés, en tout cas, par l'Allemagne. Bonsoir, merci d'avoir joué ce rôle d'explorateur et de nous avoir éclairé. Vous avez parfaitement décrit les courbes d'émissions de carbone. On voit apparaître des technologies de captation de carbone type le biochar dans lequel vous êtes impliqué. Oui. Quel rôle vous pensez que ça peut jouer? Est-ce que c'est marginal, potentiellement important? Comment vous voyez les choses? Donc oui, donc moi, ça m'intéresse. Il y a peut-être des Lyonnais qui se sont beaucoup bougés, Time for the Planet, si certains connaissent. Donc voilà, mais ils ne sont pas là sur l'Assemblée Générale, mais l'origine, c'est lyonnais. Donc je les ai parrainés au départ, je me souviens, ils sont venus tous les deux là chez nous. Voilà, et voilà, on peut faire quelque chose et tout. Voilà, donc ça marche. Et je me suis engagé aussi dans une autre, sur le biochar. Le biochar, pas trop long, mais bon, c'est la matière organique, on la pyrolyse. Disons, on récupère un peu d'énergie et ça fait... disons, du charbon de bois, quelque chose de très poreux, qui a une double propriété, c'est d'être, disons, extrêmement... Ça accroît la productivité des sols. Ce n'est pas un engrais, mais ça accroît la productivité des sols et, disons, ça piège du carbone, ça reste très longtemps dans le sol. Donc, depuis qu'il y a effectivement des crédits carbone au niveau international, c'est intéressant. Il y a un modèle économique pour le biochar. Alors, du point de vue potentiel... on émet 60 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Le potentiel au niveau mondial, c'est surtout dans les régions tropicales, serait de 1 ou 2 milliards de tonnes au maximum. Mais il faut le faire. Mais c'est pas, voilà. Il faudrait diminuer de 10 milliards de tonnes
disons, les émissions assez rapidement, et ça pourrait y contribuer voilà, pour 10% à horizon 2030. Alors, il faut faire feu de tout bois, mais c'est intéressant parce que, voilà, donc effectivement, j'ai soutenu aussi cette initiative Biochar. Bon, bonsoir. Est-ce que les études montrent une relation entre le réchauffement climatique et la croissance démographique mondiale? Non, mais dans le sens contraire, c'était très clair. Le GIEC dit de façon très claire que le premier déterminant de l'augmentation de l'effet de serre, c'est l'augmentation de la population. Ça, c'est presque une évidence. Donc, voilà. Donc, s'il n'y avait qu'1 million d'habitants sur notre planète, il est certain qu'on n'émettrait pas autant de CO2 par les activités humaines. Donc, c'est reconnu. Alors, dans l'autre sens, on peut quand même dire que oui, le développement de la démographie est lié à l'utilisation, enfin, disons, sans énergie, je ne crois pas que notre monde se serait développé de la même façon. Et on peut dire effectivement que, eh bien, voilà, il y a un lien entre l'énergie et puis disons, le bien-être de la population. Mais voilà, derrière cette question, il y a celle du contrôle de la démographie. Bon, c'est très clair qu'il serait probablement plus facile de faire, disons, d'atteindre neutralité carbone. Alors, on ne va pas rêver, aller en 2050, mais même en 2060, 2070, si la population était plutôt de 9 milliards que de 11 milliards, ce serait plus facile. Mais je n'arrête pas de dire, ce n'est pas ce que je mets sur le haut de la pile. C'est-à-dire que même s'il y avait 1 milliard d'habitants qui se comportaient comme un Américain moyen d'aujourd'hui, eh bien, nous irions dans le mur. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est bien le changement de fonctionnement, le mode de fonctionnement de nos sociétés qui est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Ceci étant, bon, voilà, je crois que les démographes ont un peu abaissé leurs prévisions et voilà, c'est clair que la démographie est un déterminant des émissions. Mais pour moi, ce n'est pas le premier, c'est plus le mode d'organisation de nos sociétés. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport à quand on entend des personnes comme Aurélien Barraud qui nous explique que la décroissance est la seule solution et qui est un peu anti-progrès technologique. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que la solution viendra de la technologie ou Alors, oui. Alors moi, je suis très favorable à l'innovation, à la recherche. J'ai toujours été chercheur. Mais c'est clair que l'innovation et de la recherche, par rapport à ce dont on discute aujourd'hui, n'a de sens que si elle contribue à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire aller vers la neutralité carbone. Donc pour moi, il faut... Alors quand on parle d'innovation, ce n'est pas forcément que des innovations technologiques, ça peut être des innovations sociétales, par exemple, dans le mode je le redis, de mobilité, de tout ça. Dans l'innovation, il n'y a pas que la technologie. Mais la technologie n'a de sens par rapport à ce dont on discute aujourd'hui que si elle facilite, la marche vers la neutralité carbone. Par exemple, ceux qui trouveront des moyens de stockage de l'énergie moins chers que ceux actuellement, peut-être moins polluants que les batteries, ils auront gagné le jackpot. Donc il y a plein de choses à faire pour, d'innovation dans tous les domaines, je vous assure, beaucoup de choses à faire pour... contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation. Mais force est de constater qu'il y a aussi des innovations qui vont dans le mauvais sens, dont on sait qu'elles vont contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Bon, on peut parler de la 5G parce que le HCC en parle. Voilà, donc il faut se poser les bonnes questions, mais je suis pour l'innovation. Voilà. Et la recherche, bien sûr. Donc, et c'est pour ça, c'est pour ça que la transition, on ne peut pas ne pas la faire. Il faut bien comprendre, ne pas la faire, c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Et donc, si on se place dans cette hypothèse, elle est attractive parce que pour les jeunes, c'est aussi, beaucoup d'innovation, de recherche, de dynamique. Et moi, je souhaite que l'Europe se place et c'est ce qu'essayait de faire Ursula von der Leyen, plutôt en leader. Et je pense que pour cette génération, c'est une chance. C'est très clair en termes d'emploi, de dynamisme économique, ce n'est pas le contraire. Voilà. Et puis aussi, une fois qu'elle sera une neutralité carbone, c'est aussi un monde extrêmement attractif. C'est un monde avec moins de pollution, par exemple, je pense, plus de qualité de vie. Le problème, c'est que ce monde, on ne l'atteindra que s'il y a
et c'est tout le problème, une solidarité au niveau international qui n'existe pas. C'est ça le problème, pour moi, principal. Il faudrait que tout le monde regarde dans la même direction. Et ça, pour le moment, c'est peut-être pas le cas. C'est le cas dans les textes, mais dans la réalité, on ne le constate pas. Donc, voilà, le mot solidarité doit être au cœur aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je regarde. J'aurais deux questions qui sont liées. Qu'en pensez-vous de l'arrêt des ventes Oui, je suis là. Ah bah oui, d'accord. Attends, je vais aller te voir. Alors, qu'en pensez-vous de l'arrêt des ventes de voitures thermiques en Europe à partir de 2035 ? Et avez-vous étudié les besoins en métaux pour la transition écologique ? On parle de voitures électriques, d'éoliennes, de panneaux solaires, mais aussi d'aimants permanents faits à partir de terres rares. Oui, alors pour la deuxième question, on a la chance d'avoir Philippe Biwix aussi dans notre comité scientifique. Il y a tout un chapitre dans l'exposition Urgence climatique sur les matériaux, sur les ressources. C'est vrai que... Alors c'est là aussi qu'il faut de l'innovation. On peut parler... Alors attends, après tu vas me redire ta première question que j'ai déjà oubliée. Mais sur les ressources, c'est un peu vrai, il faut de l'innovation. On n'a pas forcément besoin de... Par exemple... Bon, pour des batteries, on peut imaginer des batteries au sodium. Il y a beaucoup d'innovations à faire dans les batteries. Et une des innovations, ça serait justement de se passer de matériaux difficilement accessibles, soit pour des raisons géopolitiques ou pour des raisons, disons, géophysiques. Donc c'est ça la recherche. C'est justement essayer de passer ce cap. Oui, il y a des difficultés dans les ressources. Il y a certaines ressources... Maintenant, on parle du cuivre, par exemple. Donc, si l'électricité demande beaucoup de cuivre, le transport électrique, est-ce qu'on va avoir assez de cuivre ? Tout ça, c'est tout à fait exact. Mais voilà, on parle du lithium et j'étais... voilà, bon, on parle du lithium. Il n'y a pas de lithium. Mais j'étais dans le Grand Est hier, dans la semaine dernière, à Nancy, vendredi dernier. Donc, le président de région, ils sont très heureux. Ils ont beaucoup de lithium en Alsace. Ils sont prêts à l'exploiter. Je veux dire, il ne faut pas non plus toujours baisser les bras. Alors, il y en a aussi dans le Massif central. Mais en Alsace, ils sont très contents qu'il n'y ait pas assez de lithium. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus... je veux dire, c'est là qu'il faut être inventif, votre génération. Justement, il faut faire face à ces problèmes de ressources qui sont tout à fait exacts. Alors, pour le moteur thermique, oui, moi, je suis pour. Donc, mais c'est le vrai bouleversement du moteur thermique. Bon, il y a les matériaux, effectivement. Nous, on a une Zoé, c'est pas mal, donc je vous encourage. Mais ça, c'est une publicité. Donc, il y a effectivement... le vrai problème du véhicule, c'est sa simplicité, qui fait que, voilà, donc il y aura probablement beaucoup moins d'emplois dans le secteur automobile et, voilà, aussi dans le secteur de la réparation automobile, qui est très important dans beaucoup de petites communes. Bon, voilà, on a emmené notre Zoé à la révision après 3 ans, il n'y a rien à faire. Donc voilà, ça dure 10 minutes. Donc bon, c'est un problème, la simplicité. Donc ça, c'est vrai que disons, les conséquences sur l'emploi, et c'est d'ailleurs le problème c'est la raison pour laquelle l'Allemagne traîne des cas de fer, parce qu'il y a beaucoup d'emplois derrière le véhicule thermique. Et on en parlait tout à l'heure, beaucoup de richesse, d'innovation, c'est vrai. Mais malheureusement, ça émet des gaz à effet de serre. Voilà. Bonsoir. Ah, oui, attends, il est où ? Ici. Là. Ah, bah oui, c'est dur à voir parce qu'on a... Ouais. Bonsoir. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait... Vous m'entendez ? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait accompagner les pays du tiers-monde dans leur croissance, dans le contexte actuel, et continuer d'améliorer leurs conditions de vie donc pour moi, c'est la vraie question, c'est le véritable échec. Voilà. Disons qu'à Copenhague, les pays développés avaient promis de mettre à disposition des pays en voie de développement disons 100 milliards de dollars à partir de 2020 pour aider les pays en développement à s'adapter, à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. Et moi, je suis assez honteux, je le dis, je l'ai redit, c'est que les pays développés n'ont pas été capables de tenir leur engagement. Voilà, puisqu'on en est à 80 milliards et encore beaucoup de prêts. Donc, voilà, je pense que il faut absolument qu'il y ait cette solidarité, c'est un peu derrière ça. Donc, il y a eu, dans la dernière COP, la création d'un fonds
d'un fonds perte et préjudice, on appelle, c'est-à-dire que ces pays en voie de développement demandent, enfin les pays les plus vulnérables demandent aussi un peu, disons qu'on les aide en cas de catastrophes ou de dégâts liés à des catastrophes climatiques. Et ça, on peut penser que c'est tout à fait justifié également. Et ce fonds perte et préjudice n'a été mis en place que l'an dernier. Alors oui, nous on est, enfin je sais, voilà, donc je suis en train de faire une pétition avec Pierre Larotouroux sur ce qu'on appelle la taxe sur les transitions financières. Vous allez voir, je pense que ça va apparaître dans Le Monde dans 2 jours, mais voilà, donc oui, il faut trouver des moyens. Voilà, on avait proposé avec Pierre Larotouroux le pacte finance-climat dans lequel on proposait 50 milliards pour l'Afrique, enfin que l'Europe, voilà, donc il faut absolument, et moi, je regrette que l'Afrique ne soit pas assez tournée vers l'Europe ne soit pas assez tournée vers l'Afrique. Hein, je le dis, voilà. Voilà, donc oui, voilà, il faut absolument cette solidarité. Et cette solidarité, finalement, elle est aussi porteuse de dynamisme. Voilà, donc il ne faut pas prendre ça simplement comme de l'aide. Voilà, c'est notre intérêt, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez, disons, humain que d'essayer d'aider. C'est clair. Parce que bon, je peux dire ce que je dis, parce que je rencontre beaucoup de collègues africains. Si l'Afrique se développe, disons, bien sûr, et c'est tout à fait souhaitable, sur un modèle sur l'utilisation des combustibles fossiles, et l'Afrique peut être tout à fait autonome en termes de charbon, de pétrole et de gaz, eh bien, on va aussi dans le mur, hein, en gros. Donc, disons, voilà, on prend. Et donc, il faut absolument. Enfin, l'Afrique peut se développer, mais il faut que le renouvelable prenne une grande place en Afrique. Et, bon, l'Afrique, quand même, un pays béni des dieux, un territoire, un continent béni des dieux en termes de renouvelables, en termes de solaire, même en termes d'éolien. Donc, je veux dire, c'est techniquement possible. C'est ça, je veux dire. Une Afrique autonome en termes d'énergie, renouvelable, serait tout à fait envisageable. Donc, mais on n'en prend pas le chemin. Mais c'est ce qu'il faudrait faire pour répondre à ta question. Voilà. Voilà. Oui, il y en a une là. Ouais. Bon, on va en prendre 2 parce que, attends. Voilà. Alors 2, après, c'est ça toi. Après, il y en a une ici. Ah bah. Allez, je vais répondre brièvement. Allez-y. Ouais. Attendre. Allez-y. Qui est-ce qui commence? Vous avez le micro, allez-y, parce qu'on ne va pas... Oui, bonsoir. Donc, à Cadarache, le projet ITER envisage de faire de la fusion thermonucléaire un jour. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette production d'énergie? Est-ce que ça verra le jour? Est-ce que ça peut être une solution au problème énergétique? Donc, voilà, donc oui, je connais bien le projet. Évidemment, je suis au CEA, je suis allé voir. Voilà. Oui, c'est une. Bon, si ça marche, il y a beaucoup d'étapes. Hein, enfin, on a encore. Voilà, il y a beaucoup d'étapes. J'en discutais encore hier soir. J'étais à côté de Cadarache, justement, et donc à table, il y avait des gens justement d'ITER. Donc, voilà, j'ai dîné avec des gens d'ITER hier soir. Et donc. Eux-mêmes disent ça va être très long et il faut bien voir que l'objectif d'ITER est de produire une toute petite chose. Hein. Donc après, il faut une autre plus grande, un autre plus grand ITER. Donc c'est pas qui aille au-delà. Disons la production d'énergie, dans le meilleur des cas, c'est pas avant 50 ans. Disons, et voilà. Donc moi, je pense que ce serait très bien. Il y a aussi c'est pas si simple que ça, c'est pas gagné. Mais ça sera trop tard par rapport au réchauffement climatique. C'est ça le problème par rapport moi, je pense qu'ITER doit être... j'espère que ça... Voilà, c'est bien de le faire. Voilà. Encore 2 questions, il y en a une là. Ouais. Bonsoir. Ouais. Vous avez dit que vous réalisez des prévisions pour 2100. Ouais. Et bien que l'intérêt est certain, je me demandais si la marge d'erreur ne semble pas trop importante quand on voit que les prévisions faites à l'époque ont été largement dépassées aujourd'hui. Non, justement, alors pour répondre à ta question, quand on regarde par rapport aux émissions de CO2, on est vraiment sur la trajectoire, disons, qui était envisagée. Donc non, il n'y a pas ça. On entend souvent ça, mais ce qui surprend, alors, je te parle de la température moyenne là. Hein, d'accord. Donc on est bien. Ce qui surprend un peu, c'est juste
ce qui a surpris un peu, c'est l'augmentation rapide des événements extrêmes, peut-être plus rapide, mais pas sur la température moyenne, ce n'est pas le cas. Donc, et les barres d'erreur existent. Alors, je ne vais pas remontrer la figure, mais si tu vas dans le rapport du GIEC, tu as bien les barres d'erreur à chaque fois. Je peux les donner là. Voilà. Donc tout ça, je t'invite à regarder le rapport du GIEC où les barres d'erreur sont effectivement bien spécifiées. Tu verras. Une dernière, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer des solutions pour capter en grande quantité le CO2 de l'atmosphère ou c'est pas envisageable ? C'est pas envisageable sérieusement. C'est-à-dire que la capture directe, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est tout le problème. La capture, disons le piégeage, stockage, ça sera... non, par rapport à ce qu'on émet, ça ne sera que... Bon, déjà, si on arrivait à 1 milliard de tonnes, ça semble énorme par rapport à, disons, à la mise en œuvre de tout cela. Donc, il faut absolument diminuer les émissions, pas simplement compter sur... Mais ça sera utile et indispensable de piéger du carbone. C'est pas ce que je veux dire, mais par rapport à ce qu'il faudrait faire, on ne peut pas... Faut dire, c'est un peu idiot, on ne peut pas émettre du carbone et tout le repiéger, je veux dire. Donc, on voit bien où on en est. Donc... si, ça jouera sur quelques milliards de tonnes par rapport aux 10 milliards qu'il faudrait, mais c'est dans le meilleur des cas. Mais on ne peut pas envisager, disons, continuer comme avant. Non, ce qui est envisagé, je n'en parlerai pas trop ici, c'est la géo-ingénierie, c'est-à-dire de contrecarrer, mais ça c'est très risqué, de contrecarrer le réchauffement en envoyant dans l'atmosphère des aérosols, disons, et cela c'est très dangereux parce que même si ça marche, si dans 30 ans on est obligé d'arrêter, eh bien le degré qu'on n'aurait pas évité, les jeunes d'aujourd'hui le prendraient en 3 ou 4 ans. Donc ça sera encore plus terrible. Donc c'est un peu mettre... voilà, donc je pense... on n'a pas parlé de géo-ingénierie ici, mais je ne suis pas du tout... Il y a vraiment un problème éthique avant tout. C'est ça que je veux dire. Voilà, mais bon, il faut aller dans le capture stockage du carbone à fond, mais ça sera... C'est une solution, mais c'est... La meilleure, c'est quand même de diminuer les émissions, c'est très clair. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Jean Jouzel. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent continuer l'échange, c'est autour du cocktail. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos questions passionnantes. Et merci à M. Jean Jouzel pour cet exposé passionnant.